Et nous partons tout de suite direction Annecy, me semble-t-il, où elle est chez elle. Et oui, ça arrive de temps en temps. Retrouver Tess Le 2. Salut Tess. Salut. Merci d'être avec nous. Je suis ravi de t'accueillir. Je ne sais pas par où commencer quand je regarde ton palmarès. Alors, il y a des championnes du monde, slopestyle, big air, vice-championne olympique, le globe de cristal, vainqueur des X Games à Aspen, à Oslo, en big air, en slopestyle. Pouah. Tu peux me rappeler juste ton âge, que je sois certain de ne pas me tromper? J'ai 20 ans. Tu te rends compte quand même, Tess, de ce que tu as réussi à déjà faire à seulement 20 ans? Ouais, j'espère que c'est que le début en tout cas. C'est sûr que je pense que je réalise pas trop tout ce qui m'est arrivé jusqu'ici, mais j'espère que c'est que le début. Tu as toujours autant faim, autant la dalle? Ah ouais, vraiment, j'ai l'impression que je commence et qu'il me reste encore plein de choses à faire. Alors, on va revenir sur ta carrière et puis tu nous parleras aussi de ton autre vie, celle d'étudiante. D'ailleurs, être étudiante, c'est pour préparer la suite ou finalement ça t'aide déjà? Ça m'aide un petit peu à gérer ma carrière aujourd'hui, mais c'est surtout pour préparer la suite en effet. Est-ce que tu peux nous expliquer les deux disciplines, le slopestyle et le big air, exactement techniquement en quoi ça consiste? Alors le slopestyle en fait c'est un enchaînement de sauts et de barres de fer qu'on appelle des rails. Et en fait, c'est un petit peu comme un skatepark sur la neige. On va devoir enchaîner les modules, enchaîner les figures, être le plus technique, le plus propre, le plus stylé possible. Il y a plein de critères qui rentrent en compte. Ouais. Et le big air, c'est juste un seul saut. Ça ressemble un petit peu au saut acrobatique, mais c'est un peu plus freestyle parce qu'on a des critères de jugement différents. Alors maintenant, j'ai envie de comprendre pourquoi et comment tu en es arrivé là. Toi, tu es né en 2001 à Bourg-Saint-Maurice, donc déjà au pied des montagnes. C'est ça. Tes premiers souvenirs de neige, de ski, de glisse, c'est quoi et à quel âge? Il me semble qu'on m'a mis sur les skis quand j'avais 1 an et demi, 2 ans, donc à peine dès que j'ai su marcher. Et j'ai tout de suite accroché avec ça. J'avais envie d'y aller tout le temps après l'école, etc. J'ai tout de suite accroché vers le ski freestyle aussi. Ça a été tout de suite mon truc. Donc à l'âge de 9 ans, j'ai pu intégrer la section freestyle au club des sports de la Plagne. Va pas trop vite, va Et pas trop vite. Donc j'ai bien compris, 1 an et demi, tu es déjà sur les planches. Et puis ouais, c'est ça. très vite, tu te sens très à l'aise en l'air. C'est ça? Bah, très vite, je suis attirée par les petites bosses au bord de la piste. J'avais envie d'aller au snowpark tout le temps. Voilà, très vite, j'étais attirée par le côté extrême du ski, en fait. Tes parents, ils font quoi? Restaurateur. Ok, donc rien à voir avec la glisse. Rien à voir avec la glisse, mais on a grandi à la montagne, donc le Ouais, ski, c'était un peu le sport national, quoi. j'imagine. Mais il n'y a pas de il y a pas de champion dans ta famille. Mon cousin, Voilà où je voulais en venir. Tu peux me rappeler son nom et son prénom? mon cousin Kevin Roland, médaillé olympique en ski halfpipe, champion du monde, etc. La totale, Une club légende. cristal. Une Une légende. légende du ski freestyle. Alors lui, il est en fin de carrière. Est-ce qu'il t'a inspiré? Ou si oui, à partir de quel âge? Alors, ouais, je pense qu'il m'a inspiré. En fait, il m'a montré que voilà, c'était possible et que être champion de ski freestyle, c'est pas quelque chose d'inaccessible. Il m'a un petit peu montré la voie, en fait. Je pense que quand on est enfant et qu'on se dit ah, plus tard, je vais être le meilleur du monde, Ouais. on a du mal à se projeter. Et là, dans ma famille, j'avais quelqu'un qui l'était. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, si lui, il l'a fait, moi aussi, c'est accessible, quoi. Mais Je attends, pense que c'est vraiment dans ce sens-là qu'il m'a montré la voie. Tess, j'entends ce que tu me dis et je trouve ça exceptionnel. Moi, j'adore ces propos. Quand on se dit être la meilleure du monde, à quel âge tu te souviens de t'être dit je veux un jour être la meilleure du monde? Ah, je crois que c'est venu très jeune, hein. Je me rappelle même pas, mais je sais que depuis que j'ai commencé le ski, je disais à mes parents, moi plus tard, je veux être championne du monde de ski freestyle. Il disait quoi? Ils disaient, bah let's go. Non, mais ça, c'est génial. Tu te rends compte, tu as quand même une chance folle. Parce que tu as plein de parents qui disent ouais, attends, vas-y, mollo. Même si on est au pied des montagnes, hein. Ouais, c'est sûr. Et puis en plus de ça, c'est un sport extrême, c'est un sport dangereux, un sport à risque. Donc j'ai eu énormément de chance d'être soutenue par ma famille comme je l'ai été. Et je pense que c'est aussi grâce à eux que j'en suis là aujourd'hui, c'est sûr. Mhm. Donc à 9 ans, je t'ai coupé tout à l'heure, tu passes en école. C'était quoi le titre exact? Alors, ouais, j'ai fait 2 ans de ski alpin, donc Ouais. les piquets, tout ça. De quel âge Et à à quel l'âge de âge? 9 ans, de 7 à 9 ans. Ok, et là, tu étais bonne? Euh,
Je sais plus. Honnêtement, je sais plus. C'était pour me former, à avoir les bonnes bases de ski, mais j'avais déjà qu'une seule envie, c'était de rentrer en section freestyle. Et donc, j'ai dû attendre mes 9 ans pour Pourquoi? intégrer la section Parce freestyle. qu'avant, on peut pas, ou parce qu'on est trop jeune, ou parce que tu n'étais pas, entre guillemets, assez compétente? Ben, déjà, je pense qu'il faut avoir une certaine maturité pour faire ça, parce qu'il faut avoir conscience du risque, il faut avoir conscience voilà, des sauts qu'on va sauter, etc. Et il faut aussi avoir un certain niveau de ski. On ne peut pas partir dans un snowpark si on ne sait pas skier. Et Ouais. du coup, je devais attendre d'avoir vraiment toutes les bases techniques et un peu plus de maturité pour pouvoir commencer cette discipline. Et 9 ans, c'était déjà très jeune. À l'époque, ils nous acceptaient dans la section freestyle à l'âge de 13 ans, il me semble. Ah ouais. Et ils avaient fait une exception pour moi. Ouais. C'est marrant parce qu'en 5 minutes, tu as déjà employé 2 fois le mot danger ou peur. C'est quelque chose qui en toi fait partie de la normalité presque. Ouais, je sais pas si ça fait partie de la normalité, mais je l'ai accepté en tout cas. Je sais que ça fait partie de ma discipline. Je sais qu'il y a des risques. Je sais que la peur, elle est omniprésente, mais c'est sûrement ce qui me fait vibrer aussi. Mhm. Donc à 9 ans, tu rentres dans cette section. Tu es la plus jeune, donc si j'ai bien compris. Et là, C'est très ça. vite, tu te mets quoi comme objectif? Et ben, très vite, j'avais envie de gagner toutes les compétitions. J'étais vraiment une compétitrice, quoi. J'avais la dalle, quoi. Ça, c'est génial. Et tu te souviens du regard des filles qui étaient plus âgées ou plus grandes que toi? Bah, je m'en rappelle, ça les a un peu surprises parce que j'avais peur de rien, j'avais pas de limite, donc je me lançais sur des sauts très très gros pour mon âge, etc. Et c'était un petit peu, je cassais les codes à l'époque parce que c'est vrai que les filles, on n'avait pas encore vraiment notre place dans cette discipline. C'était encore rare pour une fille de faire du ski freestyle. Et moi, je me rendais pas compte de tout ça. J'avais qu'une seule envie, c'était de progresser le plus vite possible Ouais. et, euh, et voilà, d'avancer en fait. Euh, Tu parlais de tes premières compétitions. Je regarde la première compétition internationale en 2015. Tu as quoi? Tu as 14 ans? 15, ouais. 15. Qu'est-ce qui se passe ce jour-là? Première compétition internationale. Bim, la victoire. Ouais, c'était ma toute première étape de Coupe du Monde. Tu te dis quoi ce Comme je jour-là? disais, À 15 ans? ben, je pense que je réalisais pas, tout est allé très très vite en fait. Et c'était ma toute première étape. Encore une fois, je m'étais pas donné de limite, mais je m'étais pas mis d'objectif non plus, pas de pression. Et je voulais juste me comparer au niveau international. Et oui, tout de suite, cette victoire, je me suis dit waouh, mais qu'est-ce qu'elle me réserve la suite? Mais en même temps, ça m'a un petit peu fait peur parce que je me suis dit bon, ben maintenant, j'ai mis la barre haute et je peux plus redescendre quoi. Ouais, et puis une fois de plus, tu n'as que 15 ans. Est-ce que parfois, alors j'imagine que le rôle du coach est aussi de te dire ça, parce qu'à 15 ans, on ne connaît pas la vie, quoi, presque, hein. Et pardon, c'est surtout pas péjoratif ni méchant quand je dis ça, hein, mais je me souviens de moi à 15 ans, ce que j'étais. Alors évidemment, je ne faisais pas tout ce que tu fais, mais est-ce que du coup, la normalité de la complexité des choses devient quelque chose d'assez étrange, genre ben, finalement c'est facile, quoi. Je pense que je me suis jamais dit que c'était facile et au contraire, à chaque fois, je me mettais une pression énorme parce que j'avais peur de jamais réussir à avoir une victoire, etc. Du coup, à chaque fois, il y avait une remise en question. Voilà, on se posait et c'est sûr que j'avais 15 ans et que tout est arrivé très très vite, mais c'était vraiment l'objectif de garder les pieds sur terre et Et pardon. ouais, non, je t'ai pas entendu. L'objectif, c'était de garder les pieds sur terre? Ouais, l'objectif c'était de garder les pieds sur terre et voilà, de ne pas se laisser embarquer dans ça. J'imagine. Une grosse année et demie plus tard, il y a ta première épreuve de Coupe du Monde. Là, on est en 2017, donc tu as quoi? Tu as 17 ans. Ouais, c'est ça. Première épreuve de Coupe du Monde, bim, victoire. Ouais. Là, tu te dis quoi aussi? Puis là, je me suis dit que c'était assez incroyable ce qui se passait et j'avais envie de continuer là-dedans et encore une fois, j'espérais que ce soit que le début, quoi. Quelques mois plus tard, championnat du monde, bim, 17 balais encore, championne du monde. Ouais. Waouh! À quel Ouais, moment c'était. Non, ce que j'ai besoin de comprendre, Tess, c'est que partout où tu passes, tu as tout gagné hyper jeune. À quel moment on arrive à la fois se projeter et à la fois regarder derrière et se dire waouh, il y a déjà tout ça. La construction, quoi. Ben, ouais, je pense que déjà, je réalise pas tout ce qu'il y a et c'est une bonne chose parce que chaque année, ça me force à recommencer et à essayer d'aller chercher des nouvelles victoires, etc.
Et je sais qu'il me manque des titres que j'ai pas. Ouais. Et voilà, j'essaie de garder en tête ces titres-là en essayant de combler les autres. Et je suis passionnée de mon sport, en fait. Je suis passionnée de ma discipline. Je suis aussi passionnée de compétition. Donc, j'ai toujours envie de mettre la barre plus haute. Cette précocité, tu le vis comment? Parce qu'en même temps, tu le disais, il y a la championne, puis il y a la jeune fille qui devient une jeune femme. Est-ce que parfois ça va un peu vite? Je me suis souvent posé la question et c'était pas facile à la période du lycée parce que voilà, j'étais en train de me construire, j'étais en train d'évoluer, il y avait beaucoup de choses en même temps, ma passion qui était en train de devenir mon métier, mais aussi les compétitions, les sponsors, tout qui prenait beaucoup d'ampleur. Et moi, j'étais au milieu et j'essayais juste de grandir et de me construire. Et c'était pas facile, mais je sais pas en fait. Je pense que ouais, cette précocité, elle m'a permis d'évoluer et d'être Ouais, très mature pour mon âge aussi. bien sûr. Et est-ce que parfois tu n'avais pas envie de dire, oh, lâchez-moi la grappe, j'ai 15 ans, 16 ans, 17 ans, laissez-moi faire une pause? Est-ce que parfois on n'est pas Ben, tenté? Tu vois, parce que j'imagine en train de parler avec tes copines ou tes potes et d'abord tu as une discipline et à un âge où on a plutôt parfois envie de vivre que d'être dans cette discipline, quoi. ouais, c'est ça. Je pense que pardon. Je pense que vers mes 16, 17 ans, je me suis pas mal posé la question et je me suis dit, est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que j'ai vraiment envie de sacrifier une partie de ma vie pour ça? J'avais vraiment l'impression que c'était un poids en fait. Ouais. Et aujourd'hui, je me rends compte que c'est une chance inouïe ce que je fais. Je pense qu'il y a des milliards de jeunes qui rêveraient d'être à ma place. Et du coup, j'ai retourné un peu cette image que je m'étais faite et je le vois plus du tout comme un sacrifice, mais comme une chance en fait d'avoir tout ce que j'ai, de faire le tour du monde tous les ans, de voyager, de faire des compétitions. En plus, ça marche bien. Enfin, je peux pas me plaindre, quoi. En 2017, on l'a dit, il y a aussi la médaille d'argent aux X Games. Et puis arrive 2018 et les Jeux de Pyeongchang. Tu es dans quel état d'esprit avant Pyeongchang? Euh, Sur un petit nuage, en fait, je pense que voilà, c'était le début. Je réalisais pas du tout tout ce qui se passait. Tout se passait très très bien. J'avais jamais vraiment connu de défaite, etc. Donc j'arrive là-bas avec qu'une seule envie, c'était de faire quelque chose de bien, mais j'étais pas préparée en fait. Pas préparé, ça veut dire? Pas préparée, ça veut dire que je suis arrivée là-bas et que je me suis plantée totalement et que je suis passée totalement à côté de mes jeux parce que mentalement, j'avais que 1 an et demi de compétition internationale Ouais. d'expérience et c'était mes premiers jeux et c'était compliqué à gérer. En même temps, c'est normal, non? Ouais, je pense que c'est normal, ça fait partie de ma construction. Aujourd'hui, je suis pas du tout triste de ce qui s'est passé là-bas. Au contraire, je pense que ça m'a fait grandir et que c'est grâce à ça que j'ai pu regagner d'autres compétitions derrière, quoi. Alors Tess, et merci encore d'être avec nous parce que tu es tellement inspirante. Moi, je trouve ça assez génial. Il y a quelqu'un que tu connais bien qui est en ligne avec nous également. C'est Romain Hurtaud, ton préparateur physique. Salut Romain. Bonjour. Elle ne savait Salut, pas, Tess, tu ne savais pas qu'il serait là. pas du tout. Romain, tu as écouté Surprise. un peu. Ça fait combien de temps, Romain, que tu bosses avec Tess? Ça fait ben, depuis Pyeongchang, l'année de Pyeongchang en fait, grosso modo. Avant ou après La les Jeux? toute- Parce que si c'est avant, on va dire que c'est de ta faute. Je te préviens, hein. Oui, c'est avant et j'assume pleinement mes responsabilités. Si ça la décharge elle, c'est complètement de ma faute. Tess, c'est le moment de régler tes comptes, vas-y. Non, c'est de la faute de personne. Mais je sais bien, je te rassure, je blaguais, hein. Euh, Explique-moi une chose, Romain. Quand tu vas pour le début de ta collaboration avec Tess, et si ça dure, c'est que ça marche, tu découvres quoi? C'est quoi la jeune fille, la Tess de 2018, juste avant Pyeongchang? Mais je découvre une jeune femme ou une grande fille, je ne sais pas trop le terme, je pense qu'elle était un petit peu entre les deux. Pleine d'insouciance, mais surtout pleine d'ambition, euh, qui ne, qui ne gère sa vie que pour la compète, qui ne pense qu'à la compète, qui ne pense qu'à progresser. Voilà, et puis qui est très insouciante de tout ce que ça impose, du milieu qu'elle est en train de découvrir, et des résultats qu'elle est en train de faire aussi rapidement. Attends, Romain, il y a un truc qui me manque là. Tu as tout dit une chose, tu n'as pas dit pleine de talent. Ouais, bien sûr qu'elle est pleine de talent, mais je sais pas si elle s'en rend compte et extraordinairement. Enfin, au moment où elle arrive sur le circuit international, je sais pas si elle se rend compte de tout ce qui lui arrive et du niveau qu'elle a déjà. Euh, elle Attends, a, on elle va a, lui demander. Tess,
Non, bah, comme je l'ai dit, moi, j'arrive sur mes premières compétitions sans vraiment d'objectif et juste envie de donner le meilleur de moi-même et de savoir ce que je valais, en fait, parmi toutes ces filles. Mhm. Euh, donc, il y a ces Jeux de Pyeongchang. Romain, tu le vis comment, toi? Voilà, c'était très dur les Jeux de Pyeongchang. Ça a été très dur pour Tess et puis pour le freestyle en général, sauf pour Marie qui est une exception, qui a été Marie Martineau. notre lumière, ouais, Marie Martineau, pardon, qui était un peu notre lumière dans cette quinzaine. Mais pour tous les autres athlètes, ça a été très, très, très difficile, très Mhm. compliqué. Comment tu la récupères, Tess, après les Jeux? Mais elle est déçue, effondrée, elle remet beaucoup de choses en question, mais bon, voilà, c'est une athlète qui vient de rater un moment important de sa carrière, euh, comme ça arrive souvent, mais derrière, ben voilà, c'est une expérience, il a fallu le vivre comme une expérience, construire là-dessus, se servir de ça pour préparer les jeux qui suivaient, enfin les années qui ont suivi, pour arriver mieux préparé, comme elle l'a dit tout à l'heure, aux Jeux de Chine, aux Jeux de Pékin. Moi c'est marrant, tu vois, Tess, quand je t'entends tout à l'heure et quand j'entends Romain maintenant, j'ai envie de te dire, et dans la vie de tout le monde, surtout chez les génies, il peut y avoir le travail, il peut tout y avoir. De temps en temps, il faut un rappel à l'ordre et un coup de pied au derrière, quoi. Ça me paraît indispensable. Et j'aimerais que tu me dises si tu es d'accord avec cette analyse 4 ans après ou 5 ans après maintenant. Ouais, je suis d'accord et je pense que ça a été un moment important dans ma carrière parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça a été mon premier vrai échec auquel j'ai dû faire face. Ouais. Jusqu'à présent, à ce moment-là, tout marchait très très bien et j'arrêtais pas de gravir les échelons sans vraiment me rendre compte de ce qui se passait. Et ça a été un petit rappel à l'ordre en me disant, bon, bah, ça marche pas toujours et voilà, maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir mettre en place pour rebondir, pour appréhender la suite et pour se reconstruire aussi. Alors, je regarde le palmarès depuis. Bah, il y a championne du monde de Big Air, vice-championne olympique, le gros globe de cristal, le petit globe sur le Big Air, sur le slopestyle, 12 podiums en Coupe du Monde, 9 victoires. Victoire à Aspen aux X Games Big Air 2020-2022. Enfin, waouh. Depuis, ça déroule. En quoi, Romain, c'est plus la même jeune femme? Qu'est-ce qui a changé en elle? Mais de toute façon, en 4 ans, tout le monde change beaucoup. Surtout de 17 à 22 ou 21 surtout de 17 à 22, surtout pour une jeune fille qui prend de l'expérience au très très haut niveau, qui se professionnalise. Là maintenant, on a face à nous une athlète de haut niveau, très professionnalisée, très consciente des efforts qu'il faut faire pour être la meilleure du monde. Alors qu'il y a 4 ans, tout semblait facile pour elle. Elle n'avait pas enfin, ses premières compétitions lui ont montré qu'elle pouvait y arriver sans faire plus d'efforts que ça. C'était presque trop facile, quoi. Presque, ouais. Et les JO l'ont rappelé à l'ordre. Voilà. Les JO lui ont montré que ben, ça se mérite, des médailles olympiques, des médailles sur la scène internationale. Ses adversaires travaillent, se préparent, réfléchissent aussi. Donc si elle veut être la meilleure, le talent est bien sûr indispensable, mais surtout travailler intelligemment est la priorité. Tu l'as senti ce changement, Tess, du diamant brut qui gagnait tout, tu le disais presque un peu trop facilement, ce rappel de la vie et ce coup de pied au derrière, et maintenant cette organisation, j'allais dire presque militaire, cette maturité qui fait que, bah, ouais, si je veux tout gagner, il faut que je fasse tout mieux que tout le monde, quoi, dont la prépa. Oui, c'est ça. Je me suis rendu compte que pour être la meilleure du monde, fallait prendre tous les éléments en compte. En fait, fallait négliger aucun critère. Et voilà, la concurrence est de plus en plus rude. Et du coup, fallait rien négliger. Et j'ai essayé de monter les curseurs au maximum pour arriver la plus forte possible sur ces dernières années. Et oui, je pense que je me suis professionnalisée et que j'ai grandi en même temps et qu'il me fallait juste me laisser le temps aussi de comprendre ce que c'était le haut niveau. Et puis, dans cette évolution, il y a les… Alors, tu parlais tout à l'heure de risques hein, et de tout ce que vous faites. Romain, comment ça se passe quand vous mettez au point des nouvelles figures comme celle qu'elle a réalisée juste avant les Jeux, qui était une première mondiale? Qui décide de quoi et jusqu'où on peut aller? Et je veux bien, Tess, d'abord, que tu me dises comment s'appelle cette figure que tu as faite, cette grande première mondiale. Alors, c'est un double cork 1620. D'accord? Sinon, ça veut dire quoi?
Sinon, ça veut dire qu'on fait 4 tours et demi sur soi-même et qu'on passe 2 fois la tête en bas. God. Qui décide qui est le cinglé parmi vous deux qui à un moment dit « Dis donc, jusqu'à présent, ils en faisaient 3 tours, on pourrait en faire 4 ». Alors, c'est certainement pas moi. Ça vient de ça. Je pense que ça part entre guillemets, d'un rêve. Le mot est peut-être un peu fort, mais de Tess, d'une ambition, disons, de Tess, discuter avec son entraîneur. Et ensuite, c'est l'établissement d'un plan technique, physique, psychologique pour gravir tous les échelons qui vont l'emmener à réussir cette figure. Tess, explique-moi, c'est venu comment? C'est un jour en réfléchissant, en regardant les autres, en rêvant, c'est venu comment? Je sais pas, ça fait un petit peu partie de la progression. Je pense que dès qu'on apprend un nouveau son, on pense tout de suite à qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux. Je sais pas, dans 2, 3, 4, 5 ans, on peut se projeter très loin. Et voilà, ce saut, ça fait un petit bout de temps que j'y pense, mais il me fallait les capacités techniques et physiques pour y arriver. Et du coup, je pense que c'était la bonne année pour le mettre en place dans ma progression. Et c'est pour ça que je l'ai appris cette année, mais ça fait un petit moment que j'y pense. Et il a fallu d'abord l'apprendre sur le trampoline, puis le mettre en place sur un airbag. Donc c'est un endroit d'entraînement. En fait, on part sur une rampe en synthétique, on atterrit sur un gros ballon gonflé d'air pour pas se faire mal. Et une fois qu'il était bien mis en place sur cet airbag, je l'ai travaillé sur la neige. C'est vraiment un processus. Oui, je comprends bien. Romain, par exemple, et physiquement, ça engendre quoi dans la préparation pour, par exemple, cette figure? Cette figure, comme elle l'a dit, ça nécessite beaucoup d'acrobatie. C'est-à-dire que son physique ne devait pas être un frein à son évolution acrobatique et technique. Donc, si elle avait besoin de tomber 25 fois sur le dos dans la même séance sur le ballon, il ne fallait pas qu'au 15e fois, elle soit trop courbaturée ou crampée ou nerveusement vide et plus en capacité de remonter. Donc, l'objectif, c'était que son physique ne la freine pas dans ses ambitions techniques et acrobatiques. Donc voilà, quand elle nous a dit que c'était son objectif pour cet été, on a regardé avec l'entraîneur ce que ça imposait en termes de volume d'entraînement spécifique. Et puis ensuite, on a mis en place une préparation physique autour de ça pour lui donner les moyens de passer d'un rêve à la réalité. Romain, elle est comment dans sa tronche, Tess? Qu'est-ce qu'elle a de différente et de plus que les autres? Mais comme tous les athlètes de mon point de vue, comme tous tous. les athlètes moi, je te parle pas de tous, je te parle d'elle. Alors, et ils sont peu nombreux dans le tous, comme tous les athlètes que j'ai eu la chance d'entraîner qui sont les meilleurs du monde, c'est quelqu'un qui laisse rien au hasard. Voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tout ce qu'elle fait dans la vie a un impact sur son entraînement, sur sa forme ou sur ses performances. Ouais. Elle s'en est rendue compte. Et maintenant, elle essaye d'avoir un impact sur tout ce qui la régit dans la vie. Donc, elle rechigne jamais au travail. Et notamment le travail physique qui est souvent très dur, quoi. Ouais, non, si elle sait que ça va la faire progresser et l'amener à être la meilleure, il n'y a aucun problème pour la faire travailler. Dernière question pour toi, Romain, et après je te garde Tess. Romain, c'est quoi la limite de Tess? Et est-ce qu'elle a une limite? Eh bien, si elle en a une, je ne la connais pas. J'espère qu'elle ne la connaît pas non plus. La seule limite qu'elle a pour l'instant, mais c'est peut-être sa jeunesse qui parle encore, c'est la régularité sur les temps faibles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est très éloigné des compétitions, c'est pas toujours facile de la garder hyper concernée par son entraînement, sa régularité sur son hygiène de vie, etc. etc. T'as quel âge, Romain? J'ai 35 ans. Tu te souviens comment tu étais à 20 balais? Oui. Bon, moi, je peux te laisser partir, alors t'as compris. Non, mais exactement. C'est une blague, évidemment. Hein, mais... Non, mais je l'ai prise comme telle et elle est très en avance sur son âge. Hey. Et voilà, la limite, elle est là, je pense, pour l'instant. Parce que quand elle est engagée dans son processus d'entraînement, elle est quasiment irréprochable. Exactement. Et pour l'instant, les résultats parlent pour elle. Merci, Romain, d'avoir été avec nous. Salut à toi. À la prochaine. Avec plaisir. Bonne soirée. Bye. Tess, j'entends et je comprends, et tout paraît tellement évident dans tout ce que nous dit Romain ou tout ce que tu dis toi.
ce que j'entends, c'est que tu décides de te lancer dans cette nouvelle figure qu'aucune femme n'avait jamais réalisée au monde de tous les temps, de toute l'histoire. Les garçons la faisaient déjà, mais aucune femme l'avait jamais tenté. Ça veut dire qu'il faut accepter de tomber, tu l'as dit, alors de travailler beaucoup plus dur que ce qu'on faisait peut-être avant. Et puis il faut accepter la chute, le renouvellement de la chute et ainsi de suite. Ça crée quoi ça? Parce que nous, on voit le résultat final. Waouh, mais c'est ouf ce qu'elle a fait, Tess, on ne l'a jamais fait. Mais nous, on ne voit pas le travail derrière. Ouais, c'est beaucoup de travail, c'est des heures et des heures d'entraînement, des heures et des heures de doute. Ouais, mais de chute aussi. Parce qu'évidemment, tu ne la passes pas la première fois. Ouais, c'est ça. Il y a plein de choses qui rentrent en jeu dans l'apprentissage d'une nouvelle figure. Mais c'est une partie tellement intéressante de notre sport. Bien sûr. Voilà, c'est des moments que j'adore, moi, travailler une nouvelle figure parce que c'est excitant et qu'on n'a qu'une seule hâte, c'est d'y arriver sur la neige et de se dire c'est bon, c'est fait. Quand tu la passes, cette figure, ça fait combien de temps que tu t'entraînes sur cette figure, sur la neige? Donc ça veut dire qu'il y a eu déjà le travail de muscu, après les sauts sur les trucs gonflables. Ça fait combien de temps que tu la travailles sur la neige quand tu la tentes en compète la première fois? Ça faisait 4-5 mois. Ok, 4-5 mois, c'est combien de sauts et combien de fois des gamelles? Oh, c'est pas énorme parce que honnêtement, dès qu'on se met une petite boîte, on n'y retourne pas tout de suite après. Donc je dirais que c'est 1 ou 2 tentatives par jour. Et des jours, il n'y en a pas énormément non plus parce qu'à cette période, la météo est très capricieuse sur les glaciers. Ouais. Donc je sais pas, je dirais 10, 11 jours. Mais c'est étalé sur tellement de temps que dans la Donc tête, c'est une vingtaine de tentatives. Ouais. Et sur 20 tentatives, il y a eu combien de chutes? Ah, il y a dû en avoir une dizaine. Ok. Et quand est-ce que tu as estimé, là, je suis prête, je vais pouvoir le faire en compète maintenant? La veille de la compète. Ah, c'est génial. Et qu'est-ce qui se passe dans ta tête le jour où tu la tentes et tu la passes et tu la réalises? C'était assez fou. Je savais que je venais de réaliser un peu un exploit, une première mondiale, etc. C'était une compétition très importante pour nous, les X Games. C'est une compétition privée, mais qui a énormément de valeur dans les disciplines des sports extrêmes. Et je savais que je venais de réaliser un truc de ouf et je savais que c'était une figure qui pouvait me faire gagner. Et ça compte beaucoup. On va terminer sur les Jeux où tu es revenu avec une médaille d'argent, ce qui est exceptionnel. Mais je sais que pour toi, ce n'est pas suffisant. Raconte-moi ce jour où tu as vu la médaille d'or passer alors que tu avais fait une super perf juste avant. Oui, c'est ça qui était un petit peu difficile. Quand on passe de la 6e, 4e place à une 2e place, je pense que le sentiment il est incroyable. Quand on domine la compétition tout le long et que la dernière minute, on passe de la première place à la 2e, là, ça fait un peu moins plaisir. Mais tout de suite après, on réalise qu'on vient de faire une médaille olympique et on est vice-championne olympique et ça restera toute une vie. Et c'était un sentiment de fou. Et en fait, ce jour-là, j'ai eu des émotions vraiment décuplées. C'était vraiment incroyable. C'était des larmes plutôt de joie, mais un petit peu de déception. C'était vraiment un mélange, en fait. Ouais, c'était des grosses émotions. Ce qui doit être hyper confusant, en fait, quoi. C'est qu'en même temps, tu as envie de dire oui, je voulais celle-là, mais malgré tout, j'ai quand même ça. Enfin, c'est presque ingérable, d'ailleurs. C'est même pas que j'étais partie pour l'or. Je m'étais dit, je pars pour une médaille. Déjà, l'objectif, il serait rempli fois 1000. Mais c'est juste, voilà, comment la compétition, elle se déroulait qui a été compliquée parce que je pense que, comme tout le monde, tous les gens devant la télé, tout notre staff, tout le monde s'est dit, c'est bon, c'est gagné jusqu'aux 30 dernières secondes de la compétition, quoi. Donc, ça a été assez frustrant pour nous tous. Mais 10 minutes après, on était tous super contents et l'objectif, il était rempli, quoi. Tu le sais pas quand la chinoise, elle va faire la fameuse figure que tu avais fait au X Games juste avant. Tu sais pas qu'elle va la tenter? Non, je savais pas. Et puis, ça fait partie du sport de haut niveau. Hein. C'est plein de surprises, et encore plus aux Jeux Olympiques. Et voilà, ça me fait encore plus me remettre en question pour savoir qu'est-ce que je vais devoir faire de plus pour la suite. Punaise, j'adore. Tess, tu es en vacances là en ce moment. C'est fini la compète? Ouais. Il y a une particularité, c'est que tu es étudiante. Tu fais Tech Deco à Annecy. Tu vas reprendre les cours quand? Le 18 avril. Jusqu'au 7 juillet. Donc ceux qui en ont marre de travailler, alors oui, bon, ok, elle ne travaille pas, elle est sportive de haut niveau, elle s'amuse. Ouais, enfin, vous avez bien compris qu'il y a 2-3 contraintes quand même, qu'il y a beaucoup de plaisir, mais c'est énormément de boulot et de sacrifice, que tu enchaînes avec ces 4 mois, que ton IUT, au lieu de le faire en 2 ans, tu le fais en 3 ans, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et ça veut dire que les temps de vacances deviennent très maigres et très rares, j'imagine?
Ouais, c'est ça qui est difficile à gérer parce que depuis la seconde, je gère le ski, les études. Mon lycée, je l'ai fait en 4 ans au lieu de 3. Mon IUT en 2 ans au lieu de 3. Donc, à force, ça fait quand même prendre du retard sur nos études. Puis, c'est surtout que les skieurs, n'importe quel skieur, à la fin de la saison, ils ont un mois et demi de vacances. Puis, moi, je retourne tout le temps à l'école. Donc, j'essaie de prendre mes semaines de vacances en juillet. Mais c'est plus trop la période pour partir en vacances pour un skieur. Donc, ça se limite à 1 ou 2 semaines, quoi. Que je comprenne bien, tu es chez toi à Annecy combien de temps par an, grosso modo? Les 3 mois d'école et après, ça se compte en très peu de jours. Ton sac, c'est ton meilleur ami, quoi. Ouais, ma valise, je la range jamais en fait. Elle est toujours ouverte quelque part dans mon appartement. Bravo Tess, on t'aime très fort, bravo, c'est juste génial et t'es tellement inspirant. Merci Bravo à toi, beaucoup. continue de nous faire rêver. Merci. À bientôt, bye bye.